L'avenir de toute une nation dépend de sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse ambitieuse. Dans le cadre de cette émission, nous recevrons pour vous justement un jeune ambitieux. Il s'appelle Bertin Bouya, il est expert en environnement et il nous fait le plaisir de nous parler de son parcours dans ce secteur. Merci à vous d'être branchés, scotchés sur ce numéro d'ambassadeur. Bienvenue à tous. Bertin Bouya Kilabi a fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille. Diplômé, ressortissant de l'université de Kinshasa, il a décroché sa licence avec mention distinction au département des sciences et gestion de l'environnement dans la filière de systémique, biodiversité, conservation de la nature et savoir endogène. Pendant son cursus universitaire, il a été l'un des étudiants au centre du rayonnement de l'UNIKIN par son leadership, son activité et son sens élevé d'innovation. Il est également initiateur et coordonnateur du projet Muraille verte en bambou de Chine de l'UNIKIN, projet solution basé sur la nature qui restaure le sol dégradé en luttant durablement contre les érosions et le changement climatique. Et il a présenté les résultats de ce projet à la 28e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP28, qui s'est tenue en 2023 à Dubaï. Actuellement expert environnementaliste et initiateur de plusieurs autres projets en exécution, il est consultant dans plusieurs organismes en matière d'environnement et développement durable. Bertin Bouya, mesdames, messieurs, est l'ambassadeur du jour. Présentez-vous. Je suis Bertin Bouya Kilabi, environnementaliste. Tout court, il y a plein de trucs. Je suis représentant national de la jeunesse, la société civile environnementale et agro-rurale du Congo. Je suis coordonnateur du réseau climat jeunesse au niveau international. C'est un réseau qui a été créé à la COP28 à Dubaï, qui réunit aujourd'hui plus de 1500 jeunes à travers toute l'Afrique, donc l'Afrique francophone particulièrement. Je coordonne le projet Muraille verte en bambou de Chine, de l'université de Kinshasa. C'est un projet qui lutte contre les érosions et les changements climatiques. Et je suis environnementaliste chargé de la gestion des hommes de l'université de Kinshasa. Et je suis aussi entrepreneur, je suis éducateur en environnement, formateur de personnes en matière d'environnement. Je le fais dans les écoles depuis 2017, dans les universités, je le fais dans la radio, chaîne de télévision. Je parle de l'environnement parce que pour moi, c'est une grande passion. Voilà un peu en gros ce que je peux dire à ma présentation. Retracez-nous votre cursus scolaire. Parcours scolaire, j'ai commencé l'école primaire où je suis né. Je suis né à Nyanga, c'est dans la province du Kasaï, Kasaï-Chikapa. J'ai commencé mon école primaire là-bas à l'épée Ndambidimbo. Je suis venu finir à l'épée Balabala à Chikapa avec mes parents lorsque nous avons quitté Nyanga vers Chikapa. Après, j'ai continué les secondaires à l'Institut Moukania, c'était toujours là-bas à Chikapa. Ensuite, je suis allé finir, j'ai décroché mon diplôme d'État en latin mathématiques à l'Institut d'application de l'ISP Chikapa. C'est là que j'ai fini. Après, je suis venu à l'université de Kinshasa pour poursuivre avec mes études universitaires. C'est là que je suis entré à la faculté des sciences et technologies aujourd'hui et mention sciences et gestion de l'environnement. C'est ce qui a fait à ce qu'après les études, par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui licencié en sciences et gestion de l'environnement et je continue actuellement avec des 3e cycles. D'où vous est venue votre passion pour l'environnement? La passion pour l'environnement, d'abord, je suis un artiste peintre né. J'aime la nature. Et je n'étais pas vraiment venu faire l'environnement à l'université parce que c'était une thématique qui n'était pas beaucoup connue. C'était par les biais de mon grand frère qui faisait l'économie. Quand je venais d'arriver, j'avais besoin d'être orienté. C'est lui qui me dira qu'il y a un de nos frères qui vient de la même province que moi, qui faisait aussi l'environnement. Et il me disait que c'était une option nouvelle, importante. Et puis, il me proposait de le faire parce que, comme la famille me trouvait un peu un garçon persuasif, il pensait que dans le droit, je ferais un bon avocat. Et il y en a d'autres qui, comme je suis artiste et peintre, ils pensaient que je devais être à l'Académie des Beaux-Arts, tout ça. Mais lui, il m'a orienté. Bon, je n'ai pas trouvé aussi mal. J'ai dit, bon, je vais faire l'environnement. Je me disais, ce sont les arbres, les déchets. Mais la première séance,
C'était face à un professeur Dieudonné Moussibon, c'était l'ex-conseil spécial du chef de l'État en matière d'environnement. Il nous a tellement parlé, j'étais convaincu que c'était une thématique qui avait besoin de gens comme moi pour la faire valoir. Parce qu'à l'époque, vraiment, je peux le dire, l'environnement, la thématique n'était pas beaucoup connue. C'était en 2016. Et donc, c'est là que j'ai commencé à développer la passion sur les questions environnementales parce que j'arrivais à faire les liens entre la qualité de l'environnement, la qualité de la santé. Donc, lorsque l'environnement est détruit, la santé des populations est aussi détruite. Lorsque l'environnement est détruit, la biodiversité, je parle des micro-organismes, des animaux, des plantes sont détruits. Lorsque l'environnement est détruit, la qualité de l'eau n'est pas bonne. Lorsque l'environnement est détruit, la qualité de l'air n'est pas bonne. Et donc, tout ce qui respire. Et donc, j'ai vu que c'était une thématique que les gens ne connaissaient pas assez et qui impactait négativement sur la qualité de vie. Et donc, il faudrait qu'il y ait des personnes qui s'élèvent pour porter cette voix de l'environnement. Et je m'étais senti d'une certaine façon comme un appel, comme si je répondais à un appel. C'est là qu'est née la passion. Après, j'ai eu une grande opportunité. C'était une ONG, les Gardiens Verts-Blés, qui a son siège jusqu'aujourd'hui à l'école belge, qui formait les étudiants sur des questions d'éducation en environnement. Et lorsqu'ils sont venus à l'université, ils ont sélectionné quelques étudiants au travers du département de l'environnement. C'est là que j'ai été sélectionné. On nous a amenés à l'école belge, on nous a formés en tant qu'éducateurs. C'est à mon retour, après la formation, j'ai été élu secrétaire général adjoint de ces poules de l'ONG Les Gardiens Verts-Blés au niveau de l'UNIKIN. J'ai commencé à exercer. On a commencé des sensibilisations des étudiants dans différentes salles de classe en matière d'environnement. C'était d'abord dans notre département. Ensuite, on avait fait des excursions dans les écoles pour sensibiliser. C'était depuis 2016-2017. C'était une belle expérience parce que même face aux personnes qui ont beaucoup étudié, la question de l'environnement était une question nouvelle. Ça a développé cette passion-là. Moi, c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à ce qu'autour des années 2019, j'ai été nommé coordonnateur du pôle de l'UNIKIN de cette ONG là-bas. Et j'ai fait un plan massif d'éducation en environnement sur l'ensemble de l'université. Et donc, j'avais beaucoup d'étudiants qui, de plus en plus, étaient motivés. Et après, j'ai commencé aussi à éduquer les étudiants ou d'autres personnes par la télévision. Vous êtes de plus en plus ancré dans le domaine jusqu'à être considéré comme un expert. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette connotation ? Et donc, c'était mon engagement parce que j'ai eu à initier des projets d'assainissement, des projets d'éducation, des luttes anti-érosives, de reboisement, ce qui m'a un peu distingué par la grâce du Seigneur. Et puis, les autorités de l'université m'ont soutenu beaucoup. Et c'est ce qui a fait que, justement, et casquette d'expert, bon, expert, c'est quand même, ça pèse beaucoup. Ce qui importe pour moi, c'est ma capacité à solutionner les problèmes de la société au travers de mon domaine. Donc, que ce soit appelé expert ou pas, mais en fait, je suis fier du fait que les problèmes d'environnement, je me disais que, premièrement, c'était un problème de mentalité. Il fallait qu'il y ait plus de personnes qui parlent de cette question. Et pour y parvenir, il fallait que je sensibilise. Je me suis mis à sensibiliser dans les écoles, télévision aujourd'hui. Je peux dire qu'il y a des résultats. Il y a des gens qui parlent de plus en plus. Moi, j'ai eu des témoignages personnels. Quand les gens me suivent à la télévision, me suivent dans les radios, sur les réseaux sociaux. Moi, si vous entrez sur mon compte Facebook, Twitter, Instagram, tout, je ne parle qu'environnement, essentiellement environnement. Et donc, cet éveil de la conscience, 5 ans après, 6 ans après, ça a touché plusieurs personnes, même au niveau international. Et donc, c'est ce qui m'a retrouvé dans cette casquette-là de formateur, d'éducateur. Pour moi, c'est une grande fierté, mais c'est une goutte parce que la tâche, elle est très grande et je crois qu'il y en a d'autres qui font aussi la même chose que moi. Est-ce possible d'entreprendre dans le secteur de l'environnement ? C'est possible. Le socle de l'entrepreneuriat dans l'environnement, c'est d'abord la passion de protéger l'environnement. Lorsqu'on est passionné à améliorer les conditions de vie des populations, c'est ça même l'essence de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, il n'y a pas que l'aspect lucratif. Il y a aussi l'entrepreneuriat social qu'on peut faire. Mais sur le plan lucratif, nous avons les concepts d'économie circulaire aujourd'hui. À partir des déchets, on peut développer une entreprise. Parce que les déchets, forcément, ne les sont pas dans d'autres angles. Par exemple, pour notre ville de Kinshasa qui produit pratiquement 15 000 tonnes de déchets par jour, et dans ces tonnes, il y a pratiquement 70% de la matière organique. Ces déchets sont une source de revenus lorsque la personne se met dans la posture de les transformer.
parce qu'il y a la possibilité de transformer des déchets biodégradables en des composts. Un compost qui peut être vendu. On en a fait à l'école belge. Tous les déchets produits au sein de l'école belge en matière organique sont recyclés sur place. Il y a du compost qui est produit et c'est vendu. C'est une source de revenus. Mais il y en a aussi d'autres technologies qui peuvent faciliter les déchets non biodégradables comme le plastique, en de pavés, en de PVC, etc. Ce n'est pas des illusions. L'entreprise Congo Salubrité Alimentée recycle les déchets plastiques PVC qu'on incorpore dans la construction. Il fabrique des planches. Il y a les Recoplast qui fait aussi. Il fabrique des planches avec du plastique. Il fabrique du pavé sur la route avec du plastique. Donc, ce sont des entreprises qui sont là. C'est l'entrepreneur qui peut créer de l'emploi. Mais il y en a aussi qui ont la possibilité de valoriser les déchets en produisant du biogaz. Le biogaz, c'est le gaz obtenu par la décomposition à l'absence de l'oxygène de la matière organique. Donc, c'est un gaz, c'est le méthane et ça participe à la cuisson. Il y a des entreprises qui ont mis en place des biodigesteurs, des procédés pour tirer des déchets, des gaz qui peuvent entrer dans la cuisson. Il y en a d'autres aussi qui utilisent les déchets justement pour fabriquer, ça peut être des aliments pour certains animaux, ça peut être l'incorporation de déchets pour produire des asticots, etc. Donc c'est une valeur. On peut créer des entreprises autour de ça et puis faire de l'argent. Pratiquement, ce que nous appelons déchets, c'est déchets à notre échelle, mais à un certain niveau, ça peut être des matières premières pour développer d'autres activités génératrices de revenus. Par exemple, il y a la possibilité de transformer les déchets biodégradables en compost. La ville de Kinshasa produit chaque jour autour de 15 000 tonnes de déchets. Dans ces 15 000 tonnes de déchets, il y a pratiquement 70% de la matière organique, cette matière qui peut être valorisée. Il y a des gens qui ont mis en place des compostières qui vendent du compost. On en a fait à l'école belge. Tous les déchets qui sont produits en tant que matière organique à l'école belge ne sortent pas de l'école. Il y a une compostière, on fabrique du compost avec ces déchets organiques. C'est une source de revenus. Mais il y a aussi des entreprises qui sont développées à valoriser les déchets non biodégradables, du plastique, en fabriquant du PVC, du pavé qu'on peut utiliser pour les routes et puis d'autres objets. Ce n'est pas des illusions. À Limité, je crois, première rue, il y a l'entreprise Congo Salubrité qui recycle du plastique et qui produit du PVC, de planches, qui produit même des bancs pour s'asseoir. Il y a aussi Recoplast, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la valorisation des déchets. Mais d'autres aussi peuvent utiliser les déchets organiques pour produire du biogaz. Donc, c'est le gaz obtenu par les déchets organiques lorsqu'ils se décomposent en absence de l'oxygène. Donc, il y a des dispositifs qu'on met en place, qu'on les appelle des biodigesteurs, pour produire du biogaz. Et donc, c'est une activité génératrice de revenus. Mais il y a aussi une façon d'entreprendre très lucrative. On parle de crédit carbone. Ceux qui ont des forêts peuvent recevoir des crédits carbone comme mécanisme de compensation de leurs efforts à éviter des émissions de gaz à effet de serre. C'est un marché complexe, mais qui donne aussi beaucoup d'argent. Donc, dans l'environnement, il y a la possibilité d'entreprendre. Il suffit d'avoir cette passion-là, de voir que l'environnement est détruit, les hommes sont détruits, la santé est détruite, les écosystèmes sont affectés. Alors, on peut s'y mettre pour faire de l'argent. Ça, c'est un entrepreneuriat plus lucratif. Mais il y a aussi l'entrepreneuriat social. Par exemple, des projets qui améliorent les conditions de vie. Moi, j'ai initié le projet Miraille Verte en bambou de Chine de l'Unikin. C'est un projet qui a été financé. Mais ce n'est pas un projet commercial. C'est un projet qui lutte contre les érosions parce que les érosions menacent le site de l'université. Les érosions menacent les écosystèmes aquatiques, ça menace les rivières. Il y a de l'argent qui est sorti, on exécute un projet pour améliorer les conditions de vie. Donc, dans tous les sens, social ou lucratif, on peut entreprendre en environnement. Parlons de votre projet de muraille en bambou. Comment cela évolue après l'avoir lancé il y a quelques années? La suite, le projet a été lancé en 2022, en août 2022. Aujourd'hui, c'est déjà pratiquement 3 ans. Nous avons planté plus de 15 000 bambous qui ont constitué 6 murailles vertes. Aujourd'hui, nous avons des bambous qui ont atteint 6 mètres de haut. Nous les avons suivis. C'est maintenant une petite forêt. Là où on avait planté, il y avait des érosions. Maintenant, les bambous sont debout. Pour nous, c'est une grande fierté. Nous avons assuré, et c'est vrai, on n'a pas atteint les 100% des objectifs, mais aujourd'hui, il y a des murailles qui sont debout. Quand vous aurez le temps, vous les visiterez sur le site de l'Université de Kinshasa.
Peut-on espérer un jour voir Bertin Mbouya plus haut, par exemple dans le domaine de la politique? Politique, c'est une ambition noble, mais ce n'est pas ce que j'ai poursuivi pour l'instant. C'est vrai, il y a aussi beaucoup de réalité là-dedans. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est faire ma petite tâche avec passion et avec intégrité. Le reste, je crois que j'attendrai le temps de Dieu. Vous savez, tout ce que nous avons comme vision, je veux que l'environnement change, les conditions changent, c'est bien. Mais quand il n'y a pas une main politique pour mettre en application tout ceci, c'est vain. On parle et puis rien n'est fait. Mais je suis convaincu que si un jour, si pas moi ou quelqu'un d'autre, ou pourquoi pas moi aussi, un jour je suis quelque part en tant que décideur, ça peut booster beaucoup de choses. Raison pour laquelle je suis convaincu, mais je ne suis pas pressé pour ce chose. Je crois que le temps de Dieu sera le mieux. Mais si c'est demain, je crois que ce sera aussi le temps de Dieu. Voilà. Quelle est votre plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est l'expansion de la conscience environnementale chez les Congolais. Je peux le dire aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans ces questions d'environnement parce qu'ils ont vu Bertin Mbouya poser un acte, ils m'ont vu à la télévision, ils m'ont vu à une conférence internationale, ils m'ont vu sur les réseaux sociaux parler de cette question d'environnement. Il y a de plus en plus d'engagement. Je suis fier. Je ne suis pas le seul à le faire. Il y en a plusieurs. Mais en ce qui me concerne, j'ai des témoignages de retour et je crois que c'est un impact des activités que j'ai amené sur le terrain. Dans les écoles où je passe, je vois les enfants, comment ils réagissent et je suis vraiment convaincu que je suis sur la bonne voie. Ça, c'est mon plus grand succès. Mais l'échec, je n'ai pas du tout d'échec parce que c'était un terrain qui a été à explorer. Nous avons, c'est vrai, rencontré des difficultés parce que face à des gens qui n'ont pas si qu'un jour on pouvait protéger l'arbre, un jour on pouvait protéger la rivière, quand tu viens lui dire ça, c'est un défi. Il te reçoit difficilement. Mais pour nous, ce n'est pas un échec. Nous y allons petit à petit. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de couacs parce que derrière les questions environnementales, il y a aussi de la politique qui entre dedans. Il y a des intérêts des individus qui sont dedans. Et quand vous êtes en train de promouvoir une façon de gérer l'environnement pour mettre l'homme au centre des intérêts, au détriment d'autres activités personnelles, ça gêne aussi. C'est pourquoi, mais ça existe dans toutes les structures humaines et on ne peut pas se lasser. Le plus important, c'est le côté positif, l'engagement de jeunes Congolais. Et je suis parmi les acteurs qui ont promis cet engagement. Je suis fier pour cela. Comment avez-vous fait pour financer votre projet? D'abord, un secret où je ne sais pas qu'est-ce que j'allais partager. Je ne faisais pas ces choses pour avoir le financement. Je faisais ça juste pour résoudre un problème à l'université d'érosion par rapport à ce que j'apprenais. C'est comme ça qu'on a initié un projet avec les amis. C'était parmi les 10 projets que j'avais amenés en tant que ministre de l'Environnement et de la coordination des étudiants. C'est au niveau de l'université, j'ai dit à notre recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, j'ai dit, monsieur le recteur, ce projet-ci, on peut l'exécuter, mais on n'a pas de moyens. Est-ce qu'on peut demander un financement chez un partenaire? On avait écrit à quelques partenaires. De manière vraiment, et c'est le recteur qui avait écrit cette lettre-là pour demander, en annexe, c'était ces projets-là. Après, je crois, 6 mois, on a eu des appels. En fait, il n'y avait aucun suivi, je dois le mentionner, aucun suivi, rien. Les projets étaient sélectionnés de cette façon-là. Ce n'est pas qu'il a été aussi très bien reformulé, mais je crois que l'idée derrière, c'était une idée bonne. C'est sur base de cette idée-là qu'on a mordu à l'hameçon et puis on a eu ces financements. Après, les premiers financements, j'ai d'abord réussi au niveau de l'université parce que c'est là où j'avais les financements de 500 000 $ pour exécuter des petits projets à l'interne et puis jusqu'à ce qu'on ait ces financements-là, des grandes envergures. Donc c'était vraiment arrivé de cette façon-là. Mais moi, dans ma croyance, je crois que c'est la grâce de Dieu qui a fait à ce que la passion que j'ai pour ces questions soit manifeste au travers des activités. Et si cela demandait de l'argent, pourquoi Dieu ne me donnerait pas cet argent? Quel conseil donnez-vous à un jeune qui veut abandonner un quelconque projet par manque de financement? Chers jeunes, il n'y a pas de gens qui sont prêts à soutenir les autres à aller de l'avant. Il faut être capable de toquer les portes et même de forcer. Chez nous, chez les chrétiens, on dit le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent en fait. Et donc, les rêves, c'est bien, tout le monde a les rêves. Mais la différence entre ceux qui ont les rêves et ceux qui les accomplissent, c'est le courage d'oser. Je vous encourage d'oser. Ne comptez pas sur le soutien des gens soutiennent difficilement les gens. Forcez, soutenez vos idées, défendez-les, tombez, relevez-vous.
Demain, si c'est vrai que vous êtes sur la bonne voie, on vous donnera raison. C'est tout ce que je peux leur dire. Quel est votre mot de la fin? Je vous remercie, c'est une grande opportunité de tout ce que je fais depuis que j'ai commencé cette lutte jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois qu'on m'invite pour parler de ma carrière. Souvent, quand on m'invite, c'est pour expliquer... Oui, c'est pour expliquer les écosystèmes, la pollution, mais c'est la première fois on me demande, Bertin, mais comment tu fais? Je crois que nous n'avons pas tout dit, mais au moins c'est une grande opportunité. Je vous en remercie, je vous souhaite plein succès. Continuez comme ça. Je crois que cette petite émission peut encourager un jeune. Pourquoi pas aussi toucher d'autres domaines. Il y a beaucoup de jeunes qui se distinguent, mais qui ne sont pas connus. Cette initiative, moi, je l'encourage parce qu'elle va permettre à ce que beaucoup de jeunes se fassent découvrir et qu'au travers de ces jeunes, qu'il y ait d'autres jeunes qui prennent des décisions d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur KMC. Et surtout, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ambassadeur. Au revoir.